Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes. Pour comprendre, vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, vous le savez, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec moi ce soir, et j'en suis très heureux. Aïcha Chenna, est-il besoin de vous présenter, présidente fondatrice de l'association Solidarité Féminine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aïcha. Chafer Charabi, président fondateur de l'AMLAC, l'association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin. Vous êtes gynécologue, chef de service de la maternité des Orangers à Rabat. Justement, on va en parler, justement, parce que là, on va faire le point sur cette situation. Rachid Idrissi Keitouni, vous êtes ex-secrétaire général du Parlement et ex-ambassadeur. Merci d'être avec nous ce soir. Et enfin, Abdullah Sherif Ouazzani, vous êtes enseignant-chercheur en pensée islamique et sciences de l'éducation. Vous êtes également chroniqueur à Lux Radio. Merci, madame, messieurs, d'être avec nous ce soir pour parler de ce sujet. 600 à 800 avortements clandestins par jour. C'est le chiffre avancé par l'AMLAC. Autre chiffre tout aussi inquiétant, les avortements clandestins seraient la 4e cause de décès des femmes marocaines. Depuis un reportage diffusé sur la chaîne France 2 en décembre 2014 sur l'avortement au Maroc, le sujet, tabou s'il en était, est devenu un des plus discutés. En 2015, il a suscité de nombreux clivages, tant et si bien que le roi Mohamed VI a dû poser un arbitrage demandant un assouplissement sous condition de la législation en vigueur. Mais 10 mois plus tard, aucun projet de loi n'a vu le jour. Pourquoi ce silence sur un sujet pourtant primordial en termes de santé publique, mais sociétale également? Quelles sont les positions des acteurs concernés, professionnels, politiques, société civile? Et comment faire avancer les choses? Et surtout, rapidement, avortement à quand une loi libérale? C'est le titre de l'émission de ce soir. Un sujet de débat houleux au Maroc. Plus qu'une simple interruption de la grossesse, l'avortement est le cheval de bataille de plusieurs associations. L'Organisation mondiale de la santé déclare 200 000 avortements au Maroc par an. Et selon l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin, entre 600 et 800 interruptions de grossesse clandestines auraient lieu chaque jour dans le royaume. En moyenne, une femme enceinte sur 4 avorte, toujours selon la même source. Le 27 janvier 2015, le docteur Chafer Charabi, figure emblématique de la lutte contre l'avortement clandestin, a été démis de ses fonctions. Près de 2 mois plus tard, le roi Mohamed VI a convoqué le ministre de la Justice, le ministre des Habous et des Affaires islamiques et le président du Conseil national des droits de l'homme. Le 17 mars 2015 a été une date d'audience pour aborder la question de l'avortement. En mai 2015, le ministre de la Santé a prôné la légalisation. Pour lui, toute femme devrait disposer de son corps. Il a donné l'exemple d'une femme démunie qui tombe enceinte et qui n'a pas les moyens de s'occuper de son enfant. Le 15 mai 2015, un communiqué royal est publié. L'avortement sera autorisé pour des grossesses résultant d'un viol, de l'inceste ou menaçant le fœtus de graves malformations et de maladies incurables. Le roi Mohamed VI a même donné ses instructions pour traduire les conclusions des consultations en un projet de disposition juridique. 10 mois après l'annonce, le projet de loi n'a toujours pas vu le jour. Pourtant, plusieurs voix s'élèvent pour accélérer la procédure. Des ONG, des figures politiques et des parlementaires. Ils ont uni leurs voix pour demander des avancées remarquables. Car l'article 453 du Code pénal en vigueur autorise l'avortement uniquement lorsque la santé de la mère est mise en danger. Actuellement, une interruption volontaire de grossesse en dehors de l'exception prévue par la loi est passible de peine allant de 1 à 5 ans de prison. Une peine pour celui qui pratique l'avortement. Quant à la femme qui avorte seule, il risque de purger une peine de 6 mois à 2 ans. Si la Tunisie est un exemple dans la région avec une légalisation d'avortement depuis 1973, d'autres pays arabes mènent encore le combat. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, du Liban et du Qatar, là où l'avortement est autorisé seulement en cas de viol ou pour des raisons médicales. Selon l'OMS, 13% des morts maternelles dans le monde sont dues à des avortements illégaux. C'était un sujet de Manal Akhdari. Alors, mais Aïcha Chenna, messieurs, on va essayer dans un premier temps de faire
Le point, pour que nos téléspectateurs comprennent bien où est-ce que nous en sommes sur ce sujet en termes d'avortement clandestin, de l'impact que ça peut avoir sur la société, sur finalement les intrants et les motifs, les raisons de cette situation qu'on peut considérer comme alarmante. Et puis on passera bien sûr sur le côté législatif. Et si Ouazeni est avec nous pour nous donner des éclairages d'un point de vue religieux et théologique dans l'interprétation des textes. Alors, j'ai donné un chiffre tout à l'heure qui est quand même assez alarmant, 600 à 800 avortements clandestins par jour. Si on couple ça à des chiffres comme 24 enfants abandonnés par jour, bon, on reste sur ce... 153 naissances. 153 naissances hors mariage, 24 enfants par jour abandonnés. Alors voilà, on est dans une équation qui est quand même assez alarmante. Aïcha Chenna, vous le confirmez? Situation qui est alarmante? Je confirme, elle est alarmante, d'autant plus que j'ai l'impression qu'il y a une sourde oreille de la part des responsables de ce pays. Quand Sa Majesté a pris sur lui de dire « vous avez un mois pour me donner une réponse », et cette réponse n'arrive toujours pas à sortir sur le terrain. Ça, c'était en mars 2015. Il y a un an. Je me pose des questions. Pourquoi? Pourquoi cette loi est toujours dans les tiroirs? Pendant ce temps-là, on continue à avoir la détresse des femmes qui vont se faire avorter par des méthodes celles qui va les faire mourir très souvent, qui va les laisser stériles très souvent. Et puis on ne fait rien pour la prévention, pas d'éducation sexuelle, on n'en parle pas, c'est tabou, etc., etc. Puis on avance et on attend, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. Pendant ce temps-là, il y a des catastrophes. Moi, je le dis et je le répète et je l'ai dit plusieurs fois, si la société marocaine, dans toute sa composante sociale, politique et éducative et tout, ne prend pas les décisions aujourd'hui, dans 20 ans, nous allons voir une bombe atomique humaine et croyez-moi qu'elle va demander des comptes. On est en train de construire un pays des droits de l'homme et au nom des droits de l'homme, ils vont porter plainte contre leur propre société, contre leur propre État. Et ça à mon sens, c'est très grave. Alors, plus les dégâts collatéraux qu'on puisse avoir. Alors, on va revenir. Comme je vous l'ai dit, on fait un état des lieux pour bien comprendre ce que ça représente comme fléau au sein de notre société, puis qu'on puisse voir pourquoi et comment les réactions suite justement à l'arbitrage royal. Et vous l'avez dit, c'est quasiment jour pour jour, un an que Sa Majesté avait demandé à ce que la loi soit modifiée. Si Keitoni, quand vous entendez ces chiffres-là, et Aïcha Chenna, et on va le voir tout au long de l'émission avec son cri du cœur, car elle connaît le terrain et Dieu sait qu'elle connaît le terrain. C'est vraiment un sujet aujourd'hui dont il ne faut plus badiner avec, il faut trancher une bonne fois pour toutes? C'est vrai qu'il faut trancher, mais il y a tellement de suppositions juridiques, il y a tellement qu'il faudrait faire avec. Aujourd'hui, on ne peut pas venir tout simplement parce qu'il y a eu des manifestations, parce qu'il y a c'est un sujet très grave, c'est un sujet qui nécessite l'intervention, non pas uniquement des parlementaires pour créer une loi, mais c'est un sujet sociétal. C'est un sujet qui fait appel d'abord à Amir Mouminin, au statut d'Amir Mouminin. Et ce n'est pas la première fois qu'on est arrivé à avoir un problème de la sorte. La Moudouana. Vous savez, la Moudouana est arrivée à un point, et puis, moi j'étais secrétaire général du Parlement, je peux vous le raconter. Je voyais, vous le mettez dans un bureau, en attendant le discours. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a à voir, ces Boustan? Il vient de finir là, il n'est plus parlementaire. Non? Le discours, et on a su, après, que Sa Majesté faisait une commission qui allait se pencher. Parce qu'il n'est pas... Je ne crois pas qu'on puisse imaginer un sujet d'ordre sociétal dans ce Maroc d'aujourd'hui, avec les droits de l'homme et tout, en l'absence du commandeur des croyants. Ça ne peut pas se faire. Et alors, bon, vous avez la possibilité. Aujourd'hui, vous avez la possibilité. Mais ça n'arrivera pas. Je peux me démontrer tous les aspects juridiques, pourquoi ça ne va pas arriver. Que ce soit le gouvernement, il a aujourd'hui les ingrédients, tous les ingrédients, pour faire un projet de loi. Les parlementaires ont également la possibilité de le faire, compte tenu de l'arbitrage royal. Ils ne l'ont pas fait. Mieux que ça, on peut y aller plus loin. C'est qu'aujourd'hui, il y a un mois, on a voté la loi organique relative aux pétitions. Ben voilà,
Faites 25 000 pétitionnaires, mais ça va buter encore une fois. Lorsque vous allez arriver sur l'aspect gouvernemental ou l'aspect législatif, ça va buter. Alors, on va arriver. Je vais juste demander à Shafek Charabi, parce que Shafek Charabi, c'est quand même l'homme par qui le scandale est arrivé. Hein, c'est comme ça que bon, mais ça a eu le mérite justement de créer un débat qu'il n'y avait jamais eu finalement, mais de manière aussi poussée, aussi pesante. J'ai eu l'occasion de vous recevoir à l'époque des faits à la radio, en direct, avec la réaction des jeunes. On voyait que c'était quand même un sujet qui cristallise et qui clive énormément. Alors si je reviens encore une fois à la situation, les chiffres que j'ai donnés, aujourd'hui ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous qui êtes sur le terrain, en termes de société civile ou en termes de praticiens, de médecins, avant qu'on continue, vous n'avez pas été réintégré? Vous êtes pas du tout. Non, mais voilà. Non, absolument pas du tout. Pas du tout. Mais bon, c'est pas ça qu'on non, mais bon, voilà, qu'on le sache. Alors, oui, parlant des chiffres et parlant des dégâts que font ces chiffres. Effectivement, on est peut-être à 600, 800, mais bon, ce sont des estimations. On a fait certainement une petite étude au niveau de l'hôpital. On vous a beaucoup attaqué sur les chiffres. Mais bien entendu, on va m'attaquer sur les chiffres parce que... Alors juste, voilà, pour que les gens qui nous regardent, juste qu'on sache comment on a pu avoir au moins une estimation, parce que c'est sous le manteau, de toute façon, c'est des estimations. Absolument, absolument. C'est des chiffres. Alors, je vais vous dire exactement par quelle méthode, quelle est la méthodologie par laquelle nous sommes arrivés à ces chiffres. Je reçois tout le temps des étudiantes, des doctorantes, un certain nombre de personnes qui veulent faire leurs études sur justement l'avortement, que nous avons soulevé ce sujet-là depuis 2008, donc qui voulaient faire quelque chose. Et donc j'aurais dit, première chose, c'est d'abord qu'on estime à combien on est d'avortements par jour. La démarche scientifique. Absolument. Alors, ces personnes-là se sont infiltrées au niveau d'un certain nombre de cabinets médicaux d'abord. Et donc, elles prenaient rendez-vous pour telle ou telle raison. Et donc, qui restaient dans le cabinet, dans la salle d'attente d'un certain nombre de cabinets entre Rabat et Salé. Et donc, là, elles discutaient avec les femmes. Elles voyaient pour quelle raison elles venaient. Et elles-mêmes, la majorité se faisait passer pour une fille qui venait se faire avorter. Donc, elles discutaient, elles voyaient avec la secrétaire, etc. Et donc, elles estimaient dans chaque cabinet à peu près combien d'avortements se faisait. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion que, entre Rabat et Salé, et ça c'est un minimum, nous sommes au moins à 50 avortements par jour. Imaginez, il y a Rabat Salé. Oui. Et encore, je ne parle pas que des gynécologues, parce que les avortements ne se font pas que par les gynécologues, ils se font aussi par des généralistes et par d'autres spécialistes. Alors je dis minimum 50 par jour. À partir de là, nous avons extrapolé sur tout le Maroc. Casablanca, qui est une population 3 fois plus importante que celle de Rabat. Nombre de médecins 3 fois plus important. Nombre de problèmes 3 fois plus important. Casa est d'en avoir entre 100 et 150 par jour. Donc déjà, on travaille Casa entre 150 et 200 par jour. À partir de là, allez à Agadir, allez à Marrakech, allez à Tanger, allez à Meknès, qui est connu, allez à Fès, allez dans un certain nombre de... Nous sommes à un minimum de 600. En plus, nous voyons également les avortements clandestins, non médicalisés que nous recevons. Et c'est ce qui va faire révolter d'ailleurs. C'est de voir chaque jour des filles arriver, charcutées, des filles dans des situations catastrophiques, avec des infections graves, avec des hémorragies graves, avec des intoxications graves, qui ont eu recours à un avortement médicalisé peut-être entre guillemets, ou non médicalisé, c'est-à-dire un avortement traditionnel. C'est à partir de là que nous avons lancé le chiffre de 600 à 800 avortements par jour. Et à partir de là, vous l'avez bien dit, il y a une mortalité qui est importante. Alors justement, et ça, c'est un chiffre officiel, l'OMS dit l'OMS dit 13%... 200 000 avortements, ça c'est par an, c'est le voilà. Ça c'est les chiffres de l'OMS, mais 13% de la mortalité maternelle est imputée à l'avortement. Donc imaginez combien il doit en avoir. Et puis aussi, je voudrais parler pas seulement des avortements, c'est de toutes les autres conséquences des grossesses non désirées. Il n'y a pas que l'avortement, il y en a qui vont vers l'avortement avec toute la série de complications qu'il peut avoir, mais il y en a qui vont vers les suicides. Il y en a qui subissent des crimes d'honneur. Il y en a qui finalement sont obligés de garder leurs enfants et que finalement, parce qu'elles ne se sont pas rendues compte que c'est les 4-5 mois, je viens d'avoir une jeune fille violée à la maternité il y a 1 semaine ou 15 jours, qui a été violée, qui s'en est rendue compte qu'à
5 mois et qui ont gardé leurs enfants. Absolument. Heureusement qu'il existe un centre comme celui d'Aïcha Chena qui peut finalement, c'est un recours, moi je dirais, qui peut effectivement prendre en charge ces personnes-là. Je suis absolument d'accord. Mais tout cela est une série. Et aussi, les médecins qui, à tort ou à raison, ont pratiqué un avortement. Ben, en ce moment, il y en a plein qui sont les médecins et ceux qui sont avec. Parce que quand on ramasse un médecin, on ramasse le médecin. Alors justement, qu'est-ce que risque un médecin aujourd'hui qui pratique l'avortement? Alors j'aimerais juste, vous avez parlé d'avortement médicalisé, qui est illégal, bon, mais qui se fait quand même dans un minimum, on va dire, de conditions sanitaires, de conditions de sécurité, avec tout l'aspect psychologique, on va en parler, de ce que ça peut entraîner. Et puis il y a encore ces faiseuses d'anges, voilà. Ce qu'on appelle le break. Elles prennent des plantes abortives qui les rendent malades. Quelquefois, l'enfant, dans le cas où elle n'arrive pas à avorter l'enfant, il va naître dans quelles conditions? Et tout ça, ça va être des problèmes sur toute l'étape de vie que va vivre cet enfant et la mère, elle aussi. Il y a des problèmes graves. Tout à l'heure, je vous ai demandé, je m'excuse, mais je voudrais retourner en arrière. Pour la Moudawana, Sa Majesté Mohamed VI avait reçu les associations féminines à la salle du trône, et ça, symboliquement, c'est très fort. Et Sadia Belmir avait lu au nom des associations, des 40 associations, une lettre pour demander l'intervention de Sa Majesté. Il prend la lettre, il sort. Pendant la postée, il est entouré par les femmes. Chacune y allait par ses soucis, etc. J'étais derrière lui. Il a dit une phrase que j'ai retenue ici. Il a dit « Seul, je ne peux pas changer les choses. Ensemble, la main dans la main, nous pouvons changer les choses. » Et en écoutant monsieur parler justement des complications, etc., je me dis qu'il y a un état d'esprit, non seulement dans la société, mais aussi chez les politiciens, chez tous ceux qui nous entourent et qui nous gouvernent. Il y a un vrai problème, sans prévention, sans rien. C'est ça qui m'inquiète, moi. Si vous avez, bon, je ferai appel à vous tout à l'heure pour avoir une interprétation, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis après qu'on ait fait ce tour de table et qu'on ait, vous avez écouté Sichraibi, vous connaissez bien sûr le sujet. Quand vous voyez ce genre de situation dans un pays comme le nôtre, et vous l'avez dit, qui va transition démocratique avec notre ambition en termes de droits de l'homme et aussi en termes de santé publique, parce qu'il y a aussi le curseur à mettre sur le santé publique en vraiment le détachant de tout le reste. Si vous avez. D'abord, en tant que citoyen marocain, je dirais tout simplement que je suis ahuri. Je suis profondément choqué d'entendre ce cri d'alarme, ce signal d'alarme, cette situation dramatique aujourd'hui que vit notre société et pour laquelle, en tant que citoyens tous, nous n'avons pas le droit de fermer les yeux, de fermer les oreilles et de baisser les bras et de faire semblant de ne pas s'en rendre compte. Parce que ces filles-là sont nos filles, qu'on le veuille ou non, ce sont nos filles, ce sont des Marocaines. Soit elles se sont fait avoir, soit elles se sont trompées. L'erreur est humaine. Et il n'est pas question qu'on condamne ou qu'on tue ou qu'on extermine ces gens-là. Bien au contraire, il faut les écouter, il faut les comprendre et il faut surtout trouver des solutions. Là, je vais parler en tant que quelqu'un qui connaît un petit peu la religion, parce que je ne prétends pas être représentatif de la religion, parce que nul ne peut prétendre aujourd'hui maîtriser la religion ou parler au nom de la religion. On contribue à une compréhension. D'abord, le phénomène de l'avortement est un phénomène qui est récent. Dans l'histoire de la civilisation islamique ou du temps de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'avortement. Et donc, il n'y a pas eu de texte révélé, clair, explicite, qui tranche ou qui solutionne ou qui apporte un jugement ou une jurisprudence objective. Tranche. Donc, ça n'existe pas. C'est un phénomène qui est récent et pour lequel les gens qui sont un petit peu imprégnés de la religion, ou les gens qui ont étudié la religion, ou les gens qui prétendent représenter la religion, ont commencé à faire ce qu'on appelle l'effort de compréhension et de synthèse, ay al-ijtihad, à partir d'un certain nombre de textes qui parlent un petit peu de la vie, parce que finalement on est en train de parler de la vie. Et la religion musulmane, à l'instar de toutes les autres religions, sont venues pour préserver la vie. D'ailleurs, l'imam Jouini du 5e siècle de l'Hégire, un des premiers qui a parlé des 5 choses essentielles pour l'être humain, et il a placé en première place la vie, al-hayat.
avec bien sûr l'aql, avec bien sûr la religion, avec bien sûr le bien, al-rizq, et avec bien sûr al-nasl ou bien al-ird. Et que Abu Hamid al-Ghazali, par la suite, qui est aussi son disciple, est venu pour classer et donc parler des priorités dans la vie. Donc, on préserve la vie. Mais on préserve la vie de qui? Est-ce que c'est la vie de la maman? Tout à fait. Ou bien la vie du fœtus? Et là, quand j'entends Dr Shraibi ou Mme Chenna ou Lassedi Rachid parler, ben finalement, on est en train de mettre en danger tout le monde. Et finalement, on doit trouver des solutions, on doit prioriser la préservation de la vie. Si cette jeune fille aujourd'hui qui va se faire charcuter, il faut dire le terme, parce qu'il y a eu des cas où elle est charcutée, et où on compromet aussi sa vie à elle, qu'est-ce qui est le plus important? Et là, beaucoup de fuqaha ont parlé, une fois que la vie de la maman est en danger, il n'est même pas question de réfléchir, on condamne le fœtus dont la vie est éventuelle parce qu'elle est à venir, il n'est même pas encore sorti, alors que la vie de la maman est réelle, elle est là, et c'est ce qu'il faut préserver. Donc, aujourd'hui, moi, à travers cette tribune, cette fenêtre, cette chaîne de télévision, je voudrais lancer ce cri pour dire aux hommes de religion, ayez le courage de vous asseoir, d'étudier la problématique et affrontez-la. Il ne faut pas se retourner, il ne faut pas lui tourner le dos. Surtout que Sa Majesté a été précurseur et il a mis devant leurs responsabilités tous les acteurs de la vie. Et je parle des hommes de religion, de droit, les sociologues et les acteurs associatifs. Ils se mettent autour d'une table le plus rapidement possible. Une année est passée, ça veut dire qu'une année, on a eu des centaines de milliers de vies, soit mortes, soit compromises. Concernant la vie, et c'est exactement ça, parce que les gens, ils pensent qu'à la vie de l'embryon ou du fœtus. Mais imaginez, vous avez, il y a deux vies, d'accord, ok. Mais là, vous avez la vie d'une maman ou d'une jeune fille qui a peut-être déjà des enfants, qui est sur Terre, qui a peut-être déjà des enfants, qui est sur Terre, qui se trouve sur Terre, et dont la vie est menacée justement par un avortement clandestin. Ou encore, un enfant qui va naître, qui est sur Terre, et qui va subir un infanticide, qui va être tué. Alors imaginez, si j'ai ces deux, c'est vrai que je voudrais bien préserver les deux. Celle de fœtus, si je peux, je le dis bien, ou celle de la mère. Mais quand il y a impossibilité, ben alors je préserverai bien sûr celle de la maman ou celle du bébé à naître. Pareil, je suis obstétricien. Quand on est devant une femme qui arrive avec un bébé qui est prêt à naître et qu'on n'a pas le choix, on doit absolument condamner le bébé pour sauver la vie de la mère. Eh bien, bien entendu, on sauve la vie de la mère. C'est des choix auxquels vous êtes confrontés. Bien entendu, tous les jours. Tous les jours. Donc, c'est des choses qui sont absolument indiscutables. Le professeur Shraibi ne va pas dire quelque chose que je vais dire. Parce que moi, je ne suis pas médecin. J'estime que le Maroc dépense suffisamment d'argent pour former un médecin. Un gynécologue, c'est encore beaucoup plus. Et le gynécologue se retrouve devant une fille en détresse. Je ne dis pas que toutes veulent faire l'avortement, parce que j'ai mes propres opinions, j'en parlerai tout à l'heure. On viendra justement, parce que les sociétés ont peur de l'avortement de confort. On va en parler, parce que ça, c'est autre chose. Lui, il se retrouve devant une grande détresse, et quelquefois, il n'a pas autre chose à faire que de passer à l'acte. Soit qu'elle est en hémorragie, soit... Enfin, il y a plein de problèmes. Et il se retrouve en prison, et voilà qu'on a perdu un médecin. Bon, il va s'occuper en prison, mais on va perdre un médecin que nous avons vraiment formé sur des années. Et ça, à mon sens, c'est très grave. Maintenant, qu'une maman aille, et ça j'ai l'expérience, une maman en situation de détresse, et j'avais deux attestations de professeurs en psychiatrie qui autorisaient pour le bien de cette femme qui était en danger et qui allait mettre en danger l'enfant s'il reste. Et bien, quand j'ai amené la fille à la maternité de Casablanca, je me suis fait mettre à la porte, et d'une façon pas très élégante. Et le médecin encore, il a été, bon, c'est pas élégant, mais il m'a mis à la porte et il m'a dit, moi j'aide les femmes à donner la vie et non pas supprimer la vie. Il m'a renvoyé. Cette fille, qu'est-ce que vous croyez qu'elle a fait? Elle s'est débrouillée pour aller prendre les plantes abortives. Voilà. Parce que quand on veut faire un avortement, on a beau essayer de convaincre la personne de ne pas le faire, ce qui est dans sa tête, parce qu'elle a ses raisons. Et elle va y aller. On a beau lui dire, non madame, c'est pas bien, faut pas le faire, etc. Elle va y aller parce qu'elle a ses propres raisons. Comme on dit, pas celui qui va lui donner des conseils. Je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit par Siwazani et c'est Shraibi. En termes de droit, chaque personne
a un et un seul patrimoine qui commence à sa naissance et qui finit à sa mort. Bon, aujourd'hui... C'est son corps. C'est son corps. Oui, c'est-à-dire en tout. Oui. Et bien, etc., etc. Oui. La personne ne commence qu'à la naissance. Elle finit qu'à la mort. Et c'est une fois où on établit ces deux actes que l'espoir de la vie, l'espoir du vivre en commun, l'espoir agit en fonction de ce que peut être la société. Nous sommes dans une société en transition formidable. Nous sommes en même temps les récipiendaires de tout ce qui est aujourd'hui droits de l'homme, qui est constitution, liberté, etc., etc. Et nous avons un socle qui est le socle défini par notre histoire, à savoir qu'il y a aujourd'hui des institutions qui sont la religion, la monarchie, et puis ce territoire pour lequel 3 millions de personnes sont sorties il y a quelques jours. Alors, vous voyez que dans cette optique, la vie dans la société nécessite absolument des compromis et nécessite absolument un dialogue, un débat entre tous ceux qui interviennent à un niveau ou à un autre sur cet aspect de la société qui est l'avortement, qui est la vie en commun. La vie en commun, nous sommes dans une société multiple et plurielle en même temps. Cette société multiple et plurielle, il faudrait lui trouver tous les raccords possibles et imaginables pour pouvoir avancer. Comme dit Mme Chinna, mais c'est demain on sera jugé. Demain on sera jugé parce que demain c'est tous ces gens. Non mais vous avez un discours très général qu'on pourrait appliquer à n'importe quelle cause, hein, et je le comprends, on est tous dans cette optique-là, mais là c'est vrai que sur ce cas-là précis, on est quand même dans quelque chose d'extrêmement compliqué en termes de perception, parce qu'il y a à la fois la perception du fœtus, de l'enfant, mais il y a la perception de ces femmes, comment aujourd'hui est-ce qu'elles sont considérées dans la société. Et ça, Aïcha Chenna, vous le savez. Hein, et professeur Charabi est témoin. Il avait organisé une séance à l'hôtel Palais des Roses, l'ancien hôtel Hilton. Il y avait quelques partis politiques qui étaient là. Ceux qui étaient pour l'avortement, ceux qui étaient contre. Et dans la salle, vous vous rappelez, professeur, il y avait parmi nous un enfant qui a grandi sans racines, connaît ni sa mère, ni son père, ni rien. Il essaie de prendre la parole. On ne lui passe pas le micro. Je me tourne vers des personnalités pour qui j'ai beaucoup de respect. Je leur dis, il a quelque chose à dire. C'est un enfant né et abandonné. Vous savez ce qu'on m'a dit? C'est pas le sujet du jour. Je me mets en colère, je vais le voir. Je dis, ou alors il va parler aujourd'hui, ou alors je vais exploser. Alors, ce garçon parle et il dit, vous défendez la vie, d'accord? Vous ne voulez pas d'avortement. Moi, j'aurais préféré que ma mère m'avorte moi. Moi, je suis un arbre sans racines. Est-ce que, depuis que vous êtes aux affaires, est-ce que vous êtes venu toquer à notre porte pour dire, vous, les enfants des orphelinats, qui êtes déracinés, qu'est-ce qui vous manque? Personne n'est venu toquer à notre porte. Et aujourd'hui, vous osez parler de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te jure que c'est la vérité. Je pense que le professeur Chalabi a toujours le film. La salle a applaudi. Et qui est plus ou moins un petit peu, disons, extérieurement islamiste, je dirais entre guillemets, oui, nous avons tous ces darbi. Et les autres qui m'ont dit, ce n'est pas le sujet du jour, ça veut dire quoi? C'est pas de la récupération hadith. Vous voyez, nous sommes sur une position extrêmement sensible, extrêmement difficile, et on a intérêt à travailler dans la transparence aujourd'hui. C'est vrai que c'est douloureux, je ne dis pas que ce n'est pas douloureux, mais il faut y aller. Il faut mettre des lois pour protéger. Écoutez, j'étais en Tunisie. Il n'y a pas longtemps. Oui, quand on s'est appelé la semaine dernière, elle m'a dit, je viens de revenir de Tunisie, tu vas voir, je vais te raconter quelque chose. Alors en Tunisie, voilà que j'ai oublié son nom de toutes les façons, une chercheuse en théologie. Pendant tout le moment où elle a parlé de la mère célibataire,
Elle n'a pas utilisé une seule fois la présence de l'homme. Et à chaque fois, elle a dit, à chaque fois, elle dit, elle doit demander pardon à Dieu parce qu'elle a donné la vie à un enfant. Alors, j'essaie de rester patiente. Hein. Enfin, je lui dis, mais madame, il n'y a que la Sainte Vierge Marie qui est l'enfant Jésus-Christ par miracle. Et les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Vous n'avez pas parlé de l'homme, vous n'avez pas parlé d'éducation sexuelle. Ne me dites pas que dans le Coran, il n'y a pas de versets coraniques qui correspondent justement à l'éducation sexuelle. Ne me dites pas que le Coran est injuste, parce que Dieu ne peut pas être injuste. Lui, il préserve la vie. Et je suis sûre qu'il y a, avec tout le respect que j'ai pour les gens spécialistes, moi c'est un héritage par la voie orale que j'ai appris, dans les versets coraniques, il y a certainement des passages qui nous disent « appelez-les par le nom de leur père ». Si vous connaissez le nom de leur père, le frère Qadrigouna el-Baqi. On peut passer par là, humaniser le Coran et arriver à trouver des solutions à nos problèmes. Voilà. La problématique... Je vous donnerai la parole, on va bientôt faire la pause, donc je vous donnerai la parole par rapport à ça parce que c'est vraiment intéressant. La problématique des grossesses non désirées est certainement, d'abord, c'est un problème pour un pays, un problème sociétal, un problème de santé publique, un problème économique. Alors, quand on voit, moi j'adore, toujours à chaque fois, politique certainement, toujours, quand je fais une conférence concernant ce sujet-là, j'expose la carte du monde et on voit quels sont les pays qui ont légalisé et ceux qui ne l'ont pas. Bon, on a la Tunisie. Hein. Et alors, attendez, on voit effectivement que plus de 95% des pays développés ont légalisé. Avec des nuances, hein, à chaque fois, mais d'une manière ou d'une autre. Non, des nuances, mais ils ont pratiquement légalisé, bon, sauf peut-être quelques restrictions, mais légalisé, 95%. Cela veut dire que c'est des gens qui ne se cachent pas la tête dans le sable. Quand ils ont un problème, ils le posent sur la table. Et ils arrivent à le résoudre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas ni de déontologie, ni d'éthique, ni de conscience. Ils ont tout ça, mais ils ont un problème. Il va falloir... Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on se développe. C'est parce qu'on règle nos problèmes. Et quand on voit sur cette même carte, 95% des pays, pour être gentils, en voie de développement, n'ont pas à légaliser. Et c'est pour cela qu'on reste toujours dans nos problèmes. C'est parce que, à chaque fois que nous avons un problème, on se fout la tête dans le sable et on laisse. Moi, j'ai eu des responsables avec qui j'ai discuté. J'ai avortement. Il me dit, avortement, oui, je sais que ça existe, mais je veux pas en parler. Je veux pas en parler. Voilà. Les gens ne veulent pas en parler. Et ça, ben, ça fait une bombe qui va nous exploser en pleine gueule, parce que, justement, on ne veut pas résoudre ce problème. Certains pays musulmans ont effectivement légalisé depuis très longtemps. La Tunisie, depuis 1972. La Turquie, un peu... Plus maintenant. Si, bien au contraire, madame. Alors, attendez, non, mais... Il n'y a pas eu, si on avait eu, s'il y avait eu... Non, pas du tout, parce qu'il y a des gens qui refusent, mais la loi est toujours là. La loi est là, mais les gens, bon ça, ils ne peuvent pas aller... Ah non, il y en a effectivement. Bon, maintenant, par exemple, j'entends parler de l'Italie. L'Italie, où c'est légal, ben, je viens de lire un article cette semaine même, comme quoi les médecins italiens commencent à refuser. Alors justement, et là, c'est l'État qui commence à demander. On va revenir sur ce que risquent les médecins. Les conséquences des grossesses non désirées. On fait une petite pause, on continue là-dessus juste après. C'est extraordinaire. Avortement attend une loi libérale, suite de 60 minutes pour comprendre. Ah ouais, non, mais on va parler de la loi justement, mais c'est intéressant de voir à travers le monde, vous nous l'avez dit, 95% des pays qui l'ont légalisé. Aïcha, je veux passer la parole à Siwazani, mais avant, Aïcha Chana, vous étiez en Tunisie, vous nous dites, alors la loi est toujours là en Tunisie, c'est toujours légalisé, mais vous dites qu'il y a un recul quoi dans les mentalités, on essaye de revenir en arrière. Dans les endroits où on pratique l'avortement, il y aura toujours une excuse pour ne pas faire l'avortement à la fille qui le demande. C'est soit le médecin qui n'est pas là, soit c'est pas le jour, soit c'est pas le quartier, soit c'est une manière détournée d'essayer. Une manière détournée, comme quoi. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve évidemment avec une grossesse qu'elle n'a pas désirée. Et voilà le risque d'avoir des enfants qu'on va abandonner après. Et là, ils vont être dans la même situation que nous, où c'est une mère célibataire qui va être exclue, marginalisée, exactement comme chez nous, parce que nous sommes la même société maghrébine, on réfléchit de la même façon, soit faire des enfants abandonnés, et ça, c'est quelque chose de très grave qui est en train de se passer. Ce matin, juste avant de venir ici, une journaliste m'appelle et me dit, Madame Chana, qu'est-ce que vous pensez de la même famille, femmes et hommes, ils sont frères ou sœurs, ou père ou mère, ou oncle et tante, et qui se trouvent mariés, et après, ils doivent divorcer. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben voilà, ça c'est une réalité qui m'a été rapportée aujourd'hui par quelqu'un qui est dans la presse. Et vous savez très bien que les journalistes sont très curieux, ils vont toujours chercher l'information. C'est Ouazani. Alors, concernant juste ce problème de Tunisie. La Tunisie n'est pas en train de reculer. C'est ce phénomène qui est arrivé depuis le printemps arabe où il y a d'autocensure. Et là, vraiment, c'est de l'autocensure et chacun se met en position... Il y a de l'autocensure dans tous les débats de société? Oui, mais attendez, aujourd'hui, dans une société qui était en avance, dans une société, la société tunisienne, elle a fait une constitution qui est avant-gardiste. Absolument. Avant-gardiste, il faut le dire. Et aujourd'hui, c'est la société qui accuse de retard. Oui. Ce sont les gens qui se mettent derrière des voiles. C'est le moment de parler de... Sans mauvais jeu de mots. Non, je pense à Fatima Bnessi, Beyond the Veil, au-delà du voile. Tout se passe au-delà du voile. Aujourd'hui, la société civile ne se met pas en face de ce problème. Les politiques ne se mettent pas en face. Et on va venir vers tout ce qui a été fait, tout ce qui va être fait au niveau de la législation marocaine. C'est la même chose qu'en Tunisie. Le recul et le voile derrière. C'est pas le voile dont on parle, mais c'est pour cacher les réalités. C'est Ouazani. Alors juste, vous vouliez réagir à ce qu'a dit alors juste pour répondre à Madame China, elle a dit quelque chose, mais je sais qu'elle ne le pensait pas. Elle a dit il faut humaniser le Coran. Je voudrais juste lui dire que... Le lire positivement, voilà, c'est ça. C'est un texte qui est extrêmement humain et humanisé, dont la révélation a été principalement faite pour servir l'humanité, pour lui faciliter la vie et pour lui permettre de vivre dans la sérénité et dans le bonheur. C'est ça le texte. Malheureusement, il y a des lectures qui sont mal interprétées, il y a des lectures qui sont erronées, il y a des lectures qui sont potentiellement ou volontairement déformées pour servir d'autres finalités et d'autres causes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un conseil, un regroupement, comme ce que Sa Majesté a voulu aujourd'hui instituer, c'est un ensemble d'acteurs. Aujourd'hui, une fatwa ne peut plus émaner juste d'une instance religieuse, mais elle doit impliquer beaucoup plus d'acteurs qui sont directement liés. On est en train de parler de l'avortement, c'est d'abord le médecin, c'est deuxièmement le sociologue, c'est troisièmement l'acteur social, et donc tous les gens qui interviennent. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte tous les aspects de la problématique. Mais et ça où je voudrais revenir un petit peu. On est en train de parler de manière émotive, un petit peu de ce qui se passe, mais il n'y a pas que des cas désespérés. Il n'y a pas que des cas... Au-delà de l'émotion, il y a des chiffres. Hein. Voilà. Les non, chiffres il faut être rationnel. Dans les chiffres, il y a aussi beaucoup d'IVG qui sont liés à des actes qui sont volontaires, à des gens qui n'ont aucune morale. Et donc, il ne peut pas y avoir une ouverture totale ou une libéralisation totale. Ça me permet de rebondir justement sur la modification de la loi, alors qui, justement, devrait prévoir de autoriser l'interruption de grossesse en cas de viol, en cas d'inceste et en cas de malformation. Et là, si Charabi, vous avez une réaction par rapport à ça, Aïcha Chna, vous dites que c'est une avancée, mais si Charabi, vous dites que ça ne suffit pas, ça correspond à un nombre minime en termes de pourcentage, ça correspond à combien ce type de cas? 5%. 5% de l'ensemble des avortements. 5% des situations que l'on peut vivre. Cela veut dire que ça ne règle pas les 95% autres. C'est certain que ça nous ouvre une porte. C'est vrai qu'à l'hôpital, j'ai des femmes qui arrivent, tu fais un diagnostic d'une anencéphalie, d'un bébé qui ne va pas vivre, pourquoi lui faire subir une grossesse pour rien? Il y a également des cas de viol, comme je vous ai dit, on vient d'accoucher une jeune fille qui a été violée et que finalement, en plus de son choc de viol, elle se trouve obligée d'avoir un enfant d'un violeur. Donc tout cela, l'inceste également, qui se voit, qui se vit dans beaucoup de sociétés, et que, bon, ça c'est très bien, ce sont des cas extrêmes. Mais il y a beaucoup d'autres situations. Imaginez une femme qui a déjà 5-6 enfants, qui est à 45-46 ans, elle est en périménopause, et puis qui finalement... peut-être même elle prend, soit qu'elle pense qu'elle n'a plus de risque de grossesse, soit qu'elle prend une contraception, et malgré cela, elle peut tomber enceinte. Imaginez des cas de retardé mental. Une jeune fille
qui se fait abuser parce qu'elle est complètement retardée. Dans la rue, n'importe qui abuse d'elle. Imaginez les cas de mineurs, des petites jeunes filles de 12, 13 ans, 14 ans. On lui fait miroiter un petit quelque chose, et puis, hop, elle tombe parce qu'elle n'a jamais eu d'éducation sexuelle de la part de ses parents. Personne ne l'a mise en garde de toutes ces choses-là. Et donc, ce sont des situations, et encore, il y en a plein de situations qu'une société, qu'une communauté, qu'une famille peut vivre. Et que, finalement, la grossesse devient absolument impossible. Est-ce qu'on je voudrais... Tous ces cas-là restent toujours des exceptions. Non, mais si ils ne représentent pas la quasi-majorité. Alors justement, s'il vous plaît, je vais poser la question. Bon, justement, on va parler de chiffres. Vous avez peur, finalement, que toutes ces interruptions de grossesse volontaires deviennent une règle. Est-ce qu'on a... Alors justement, on peut comprendre. La question que je voudrais poser... Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée de ce que ça peut représenter par ailleurs, de ce que ça pourrait représenter? Je voudrais vous dire juste rapidement, s'il vous plaît, que les pays où l'avortement est légalisé ont un chiffre moindre que les pays où c'est fait de manière absolument... Alors là, vous pouvez avoir cette comparaison avec tous les... Regardez la Tunisie, ben, ils ont, même proportionnellement à la population, ils ont 20 fois moins d'avortements qu'au Maroc. Mais est-ce que c'est dû seulement à la légalisation de l'avortement, ou bien c'est dû à un travail intense en amont de la chaîne? Les deux. On ne doit pas aller seulement au traitement chirurgical, mais aller en amont à l'éducation, à la prévention. Aïcha Chenna, vous savez, c'est reste trop longtemps avec le bras levé, elle va me crier dessus. On est encore au mois de mars. La problématique des mères célibataires, je la vis. Solidarité, ça fait 30 ans. À Solidarité féminine, j'ai des petites mères célibataires qui ont été violées. Et le jour où France 24 est passé chez M. Chraïbi, moi, j'ai eu une petite mère célibataire qui a témoigné le même jour et qui a dit, moi, j'ai été violée par 3. Et je n'ai jamais pensé, une petite jeune à 18-19 ans, une ex-petite bonne d'ailleurs, je n'ai jamais pensé une seule fois à faire l'avortement. Mon enfant, je le garde. Et ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois que j'entends ça. Malgré, il suffit qu'il y en ait une. Moi, j'ai le droit de respect de la décision de la mère, parce que ce dont j'ai peur, M. Chraïbi, c'est que l'avortement soit une porte ouverte. Non, bon, je tombe enceinte, c'est très dangereux, c'est très grave, parce qu'elle risque de ne plus, et vous le savez mieux que moi, professeur, elle risque de devenir stérile pour une raison ou pour une autre. Je n'en sais rien. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'une fille qui est enceinte, elle va aller peut-être voir le professeur Chraïbi, elle va peut-être venir me voir. Est-ce qu'on lui a proposé des solutions d'accompagnement? Est-ce que c'est vraiment l'avortement que tu veux? Ou est-ce que si on t'accompagne pour mettre au monde cet enfant, puisque tu es enceinte de 5 mois, de 6 mois, parce que je connais des familles qui ont enlevé des bébés du ventre de leur fille à 5 et 6 mois. Si ce n'est pas un meurtre, ça... Alors, si ce n'est pas un meurtre... Alors, j'ai eu une mère célibataire, professeur Chraïbi. Sa maman mettait un gros caillou sur le ventre. Je ne sais pas qui pourrait lui faire ça, mais bon... sa mère lui a mis un pavé sur le ventre. Il y a une date limite. C'est passé dans un ancien reportage d'envoyé spécial. Et elle se mettait debout sur ce pavé pour faire tomber l'enfant. Il n'est pas tombé. Alors, j'aimerais m'arrêter sur ce point. Le débat sur l'avortement, il n'est pas nouveau. Je veux dire, on l'a vu même en France, où le débat sur l'avortement était quand même, c'est qu'en 1975, on a vu Simone Veil pleurer devant l'Assemblée nationale. Puis bon, c'est l'exemple qui pour moi le plus frappant, mais ça peut être à travers le monde. Mais là, on touche un point qui est intéressant. Mais alors là, justement, on va sortir de l'émotion et revenir sur les chiffres, et c'est la démarche scientifique. D'un point de vue de santé publique, alors justement, si jamais on légalise, c'est-à-dire le nombre de cas, est-ce qu'il vaut mieux aller vers l'exception des interruptions volontaires de grossesse de confort, qui existeront, et qu'on pourra peut-être encadrer d'une autre manière, ou alors il faut toujours rester dans cette espèce de statu quo? Pourquoi je plaide? Je ne suis pas pour l'avortement, je le dis et je le répète. Je suis pour la santé de la femme. Et donc, au fait, le texte de loi existe. Il y a un texte de loi qui s'appelle le 453 du Code pénal, qui dit quoi? Il dit l'avortement est autorisé lorsque la vie ou la santé de la mère sont mises en jeu. Très bien. Et c'est là que vous dites qu'il faut que ça soit plus large. Absolument. La définition de santé. Tout à fait. C'est quoi la santé? La santé, selon l'OMS, à laquelle nous sommes affiliés, est un état de bien-être
physique, donc c'est pas seulement quelqu'un qui est physiquement sain, qu'il est en bonne santé, mais aussi mentale et sociale. Il y a ces trois composantes de la santé. Donc moi je dis, appliquons la santé telle qu'elle est définie par l'OMS. Quand la santé physique, psychique ou mentale et sociale sont menacées, donnons-lui la possibilité, au lieu qu'elle aille se faire avorter dans des conditions abominables, dans des conditions absolument où elle risque sa vie, où elle risque des complications graves, ouvrons-lui les hôpitaux pour qu'elle puisse le faire dans de bonnes situations de santé. Et à ce moment-là, le problème va régler. Ou bien donnons-lui la possibilité pour qu'elle n'enfante pas d'un enfant qu'elle va abandonner. Regardez un petit peu le paysage au niveau de la rue, de ces enfants complètement livrés à eux-mêmes à 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans, les orphelinats. Regardez toutes ces choses-là. Mais écoutez, on n'a pas envie de voir ça. Aucun de nos concitoyens n'a envie de voir ça. On veut quand même vivre dans une société qui soit saine. On va parler de la loi et justement, comme on est dans une année législative, on peut se poser la question d'un point de vue agenda, d'un point de vue calendrier, si ça va avancer. Si Wazeni, avant qu'on arrive. Je réponds, Dr Shraibi, la santé de la personne est prioritaire. C'est exactement les recommandations de la religion. Il faut juste comment d'abord les comprendre, comment les interpréter et surtout comment les mettre en pratique. Ce que je voudrais dire, et ce que j'ai dit tout à l'heure, ne pas ouvrir la porte très grande à l'avortement pour ne pas justement permettre à tout un chacun qui a envie d'avoir des mœurs comme il les veut et parce qu'il a une solution de rattrapage à chaque fois qu'il peut faire appel, ça, on ne peut pas le faire, qu'on le veuille ou non, que ce soit sur le plan éthique, moral ou religieux, on est conditionné et on a l'obligation d'éduquer et d'accompagner. Au lieu d'ouvrir la porte grande ouverte à l'avortement, mettons d'abord en place une première loi, avec justement ces cas qui sont précis et qui représentent une avancée pour la société marocaine et quand même qui sont des cas exceptionnels, et faisons des mesures d'accompagnement dont a parlé Madame Chinna, l'éducation, l'accompagnement. Écoutez, laissez-moi juste quelques secondes pour finir. Vous savez ce que c'est que le fiqh? Le fiqh, c'est l'ensemble des lois que les fuqaha arrivent à puiser dans le texte sacré pour légiférer pour une société donnée. Aujourd'hui, notre société évolue. Qu'on le veuille ou non, on évolue. Il y a un certain nombre d'évolutions au niveau des mœurs, au niveau de la culture, au niveau des compréhensions, l'impact d'autres cultures et d'autres modes de vie qui nous viennent. Et nos jeunes sont imprégnés et sont impressionnés et donc adoptent et vont dans ce sens. Nous, aujourd'hui, on n'est pas capable, de par notre éthique, notre morale ou notre religion, de les accompagner. Au moins, faisons en sorte, dans notre fiqh, parce qu'il y a ce qu'on appelle fiqh al-waqi', le fiqh de la réalité, et qui doit puiser dans le texte, mais doit être fait à la lumière des enjeux et des défis sociétaux contemporains. Alors justement, et nos fuqaha doivent avoir le courage. C'est Wazeni. Juste après, je vous demandais de faire un parallèle parce que vous dites de ne pas ouvrir, mais il y en a comme par exemple. Je reviens. Excusez-moi, je fais juste un point de comparaison. Après, j'enchaîne avec Sidressi Ketchouni. Parlons par exemple du mariage des mineurs. On a légiféré sur la question. On est quand même. Vous parlez de waqi', vous parlez de ce qui se passe sur le terrain, on a quand même des juges qui accordent des dérogations à tir larigot. Donc c'est pour ça, c'est juste pour faire un parallèle. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité, est-ce que la loi réglera le problème? Ça aussi, ça sera une vraie question dans son application. Vous l'avez entendu. Je crois que tout le problème aujourd'hui est un problème d'émotion. Chacun, il va de son émotivité. Moi, j'essaie depuis tout à l'heure de voir les chiffres et de parler de la loi. Mais c'est la conséquence. On ne peut pas aujourd'hui aller vers une législation, vers la résolution d'un problème, sans dépassionner ce sujet. Mais vous ne pourrez pas. Il faut le dépassionner. Il faut le dépassionner. Non, il faut le dépassionner dans le sens où les gens se mettront autour d'une table. Et il commencera à discuter, mais discuter quant au fond des... On l'a fait. Mais non, le problème a été appelé. L'AMLAC a posé le problème, c'est vrai. Mais on savait pertinemment que c'était un problème sociétal et qu'on n'allait pas se permettre de le résoudre entre partis politiques, entre groupes parlementaires et entre eux. Et la preuve, c'est que le jour où tu as réuni tout ce monde, eh ben,
La décision est tombée. La décision est tombée. Et aujourd'hui, ça fait 1 an que cette décision est arrivée. Mais qui a fait quoi? Aujourd'hui, Sa Majesté n'a pas dit « ne faites pas ». Le gouvernement n'a pas fait. Les groupes parlementaires n'ont pas fait. Et même la société civile, puisqu'il y a eu la votation des pétitions. Vous pouvez le faire. On peut le faire. On peut organiser donc la possibilité d'amener et l'exécutif et le législatif vers une décision. Et à ce moment-là, la solution est donnée, au moins parcellaire. Oui. Au moins qu'on arrive à mettre les choses en situation. Aujourd'hui, personne. Depuis. Tout à fait. Mais vous parlez mais vous parlez de dépassionner. Justement, j'essaie à chaque fois de recentrer vers les faits et les chiffres. Je veux dire, le ministère de la Santé, c'est simple. Il n'y a qu'à prendre ce que ça représente. Après, on peut même aller plus loin. On peut essayer de voir combien ça coûte en points de croissance, en points de PIB, ce que ça représente comme coût. On peut aller plus loin dans des chiffres beaucoup plus froids et beaucoup plus implacables. Il y a quelque chose qui m'interpelle quand on dit passionné. Nous sommes en face de ces gens. Nous sommes en face de ces femmes. Nous sommes en face de ces enfants. Je vous jure, c'est ma 57e année de militantisme. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de mettre les pieds dans une maison d'enfants abandonnés. Je n'ai pas ce courage-là. Parce qu'il y a un vrai problème. Et ça, j'ai l'impression que nous dérangeons les gens qui sont placés là où, justement, ils ont cette responsabilité. C'est tellement lourd qu'ils n'ont même pas envie de regarder. Qu'ils viennent voir un petit peu les enfants abandonnés. Moi, je ne dis pas les enfants abandonnés, puisque je travaille, donc je ne défends pas ma cause, puisque les mamans que j'ai vont être introduites dans la famille, enfin, on va les mettre dans l'autonomie et les réintroduire dans leur famille et trouver le papa biologique, discuter, etc. On arrange les problèmes au mieux. Mais j'ai l'impression que c'est tellement lourd, alors chacun va se cacher. Là, أنا ما نديش على تقليدي. لا, vous voyez, لا خلي الآخر خلي الشرابي يمشي للحبس هو ماله ولا مالو يمشي يدير l'avortement. Vous comprenez? Je ne fais pas d'avortement justement parce que j'attends que la loi soit là. Mais quand la loi sera là, oui, tout à fait. Mais tant que la loi n'est pas là, parce que je n'exposerai ni la personne, ni moi-même à cela. Qu'est-ce que risque un médecin? Je suis de mauvaise langue. Parce que je suis de mauvaise langue et je le fais exprès. Et les gens, quand ils viennent chez moi taper à ma porte, je vais vous taper à la mauvaise porte. Voilà, c'est ça. Alors, je voudrais interpeller les gens de la religion. Ils ont le pouvoir sur les populations. J'aime علاش كيصلح. يباس النهار كله ما كيصيفطونا للجنة وجهنم يا ربي قريونا على ربي وصيفطوا لنا ولادنا على الأقل ما نطيحوش في هذه المشاكل هذه. Absolument, absolument. Qu'est-ce que risque, techniquement, qu'est-ce que risque un médecin aujourd'hui qui pratique un avortement? 1 à 5 ans de prison, 500 dirhams d'amende, mais ça peut aller des fois jusqu'à 20 ans de prison. Il y a un médecin. Il y en a actuellement. Oui, un médecin à Meknès qui a été condamné, mais pas encore sorti. Il en a eu pour 10 ans. Et à la peine, alors que, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que finalement, la grosse hypocrisie également, c'est que on sait que ça se fait. On sait, on laisse faire. Mais il suffit qu'il y ait eu un problème qui arrive. Par exemple, une femme qui décède, une complication grave, ou une personne qui va, et le plus souvent c'est comme ça que ça se passe, ou bien que ce soit des voisins qui vont se plaindre, disant une vengeance, que tel médecin pratique des avortements. Il faut qu'il y ait une plainte. Mais quand tout se passe bien, il n'y a absolument aucun problème. Ou encore, la majorité des médecins actuellement en prison, c'est parce que le garçon, l'homme et la femme, soi-disant, elle tombe enceinte, elle lui dit mariage, lui dit mariage, il ne faut pas que tu rentres dans la famille alors que tu es enceinte. Fais-toi avorter et je te promets de t'épouser juste après. Le problème, c'est que par la suite... Est-ce qu'il n'y a pas un problème de classe sociale aussi? Parce que problème de classe sociale, ça c'est les gens qui ont les moyens. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont les moyens qui vont faire leur interruption volontaire de grossesse de confort à l'étranger? Tout à fait. C'est un problème de classe. Alors, il y a 3 classes sociales. Il y a la classe top. Elle prend l'avion, elle va en France ou en Espagne. Aucun risque, aucun problème. C'est dans la loi. Elle est dans un pays où c'est légalisé. La classe moyenne se permet d'avoir 2000, 3000, 4000, 5000 dirhams pour aller chez un médecin. Et encore, il y en a qui ne les ont pas. Et par quels moyens vont-elles se débrouiller ces 4000 ou 5000 dirhams pour aller se faire avoir? Et ceux qui en payent le prix,
c'est justement la classe la plus basse, qui n'a pas ces moyens-là et qui va aller se faire avorter par des charlatans, par des herboristes, par des faiseuses d'anges, comme on l'appelle, etc. Et c'est là, justement, je ne sais pas, si tant que j'ai la parole, j'ai envie, justement, de dire que la loi, maintenant, ça fait 1 an, jour pour jour, que Sa Majesté, c'était lors du Congrès national de l'AMLAC, que Sa Majesté qui a eu le communiqué royal concernant justement l'histoire d'avortement et qu'a mis le dossier entre le ministre de la Justice, le ministre de la Habous et le CNDH. Il a donné 1 mois au ministre de la Santé et il leur a donné 1 mois pour qu'ils lui rendent leurs conclusions, où ils disent que l'extrême majorité des Marocains se sont pour la criminalisation de l'avortement et qu'on peut légiférer que dans ces 3 situations. Déjà, quelle est cette extrême majorité? Parce que on a ratissé vraiment pas vraiment large. Nous, par exemple, on n'a pas été écoutés par certaines, on n'a écouté pas. Bon. Maintenant, une fois que ça a été mis, alors après 1 mois, c'est-à-dire le 16 avril, Sa Majesté a donné le dossier au ministre de la Santé et de la Justice. Le ministre de la Santé, d'ailleurs, m'avait demandé de faire un rapport sur les procédures, sur les lieux et sur les personnes qui devraient faire les avortements. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui peuvent dire « moi, j'ai pas envie de faire ». Mais on va faire ces personnes-là parce que, d'abord, il faut insister que 80% maintenant des avortements se font de façon médicamenteuse. Donc, il faut une formation de ces médecins-là. Mais ces médecins doivent d'abord signer comme quoi ils sont d'accord. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe en Tunisie, par exemple? C'est qu'il y a des centres de PF, de planning familial, qui pratiquent. Mais c'est ces médecins-là qui maintenant ne veulent pas, parce que ça ne leur apporte plus grand-chose. Mais ceux qui sont dans le privé, ils continuent à le faire, parce qu'ils sont dans la loi, ils continuent à le faire. Maintenant, il va falloir qu'une fois que... maintenant, ça fait 1 an, et c'est ça qui m'inquiète. C'est que silence total sur ce dossier. Nous avons, quand même, nous nous sommes battus très longtemps. Sa Majesté maintenant a intervenu. Alors justement, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Et je ne comprends pas. Je veux juste poser d'un point de vue politique. Beaucoup sur ce dossier. Est-ce que vous pensez que c'est une loi qui va voir le jour cette année, ou alors ça va être encore retardé au calendrier? Non, je ne pense pas que cette loi va arriver. Pas qu'elle va pas arriver du tout. Non, qu'elle ne va pas arriver pendant cette législature. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une session ordinaire. On peut même imaginer des sessions extraordinaires. Mais le planning est très très mal fait. Ramadan, les choses, les vacances, etc., etc. Et il y a les élections. Et qui sont ces partis politiques qui aujourd'hui vont poser le problème dans sa globalité et dans ses différentes spécificités? Ça peut leur rapporter aussi. Même si c'est... Est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, gouvernement PJD, va amener une loi? Et dans quelle perspective? Et lorsqu'on voit que Sa Majesté a donné ce texte au ministre des Habous, qui est, disons, un ministère de souveraineté, c'est tout simplement attendre. On va attendre une nouvelle situation. Mais dans une année électorale, je vois très très mal qu'il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont... Excusez-moi, je ne vais pas rater cette occasion d'avoir toutes ces personnalités. Vous avez parlé d'émotion. Oui. On a fait sortir, ou les Marocains sont sortis par émotion, 3 millions pour une cause nationale. Alors, j'espère que les politiciens auront de l'émotion quand ils seront en charge du pays, qu'ils se posent la question, et si c'était moi? Et si ça m'arrive à moi, qu'est-ce que je voudrais? Ça va me faire mal. Moi, je lui demande de prendre même pas 1 minute de silence. Madame Sina, moi, je ne parle pas de l'émotion. Non, puisque c'est moi qui ai parlé d'émotion. C'est moi qui ai parlé d'émotion. Je vous dis que le processus et la production législative ne peut pas se faire par l'émotionnel. Moi, je comprends. Impossible. Moi, je comprends. Quand vous entendez dire que justement l'écrasante majorité des Marocains, c'est pour ça, on est quand même sur l'émotion. On est sur, on joue sur l'émotion. Le politique joue sur l'émotion. Le politique joue sur l'émotion, mais ça ne se fera pas tant qu'on n'aura pas baissé cette tension émotionnelle pour parler vrai, parce que c'est un problème extrêmement
important, extrêmement dangereux pour la société. Et il ne faudrait pas le faire parce que moi je fais mon prêche vendredi, je vais pouvoir parler, ou alors je suis un politique qui va essayer de dire toute la société, il faut complètement la changer d'un seul coup et rien. Ça, c'est des problèmes où les gens sont en interaction pour parler et voir l'évolution. Oui, oui que le problème de l'avortement doit être posé. Oui, qu'il doit être résolu. Mais essayons de mettre les choses en place. Je comprends pourquoi ça tarde. Je pourrais le comprendre. Parce que, bon, c'est normal, il y a un système par lequel ça doit passer. Il devait y avoir des discussions entre le ministre de la Santé et de la Justice, ensuite élaborer des indications, élaborer des textes qui doivent aller au secrétaire général du gouvernement. De là, ils doivent aller au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, bon, le problème c'est que ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait de la mauvaise... c'est qu'il soit casé. Parce que, finalement, on a beau, j'ai essayé de faire une conférence de presse le 8 décembre, où j'ai invité le ministère de la Santé et de la Justice pour qu'ils nous disent tout simplement et tout honnêtement où en est le dossier. Ils n'ont pas répondu. J'ai reporté pour le 23 décembre une autre conférence de presse, ils n'ont pas répondu. Et je me demande où en est le dossier, seulement. Je comprends qu'ils puissent prendre du temps, c'est tout à fait normal. Mais au moins qu'ils nous disent où en est le dossier. J'ai bien peur qu'il ne soit dans un tiroir, justement, et qu'on veut laisser taire. Ça, il n'en est pas question. Nous nous sommes assez battus pour ça, et nous ne nous tairons jamais sur ce dossier. Voilà. Et pendant ce temps-là, arrivent au monde des enfants qui ne sont pas désirés, qui tombent, chaque jour perdu, Madame qui sont abandonnés, des filles qui se font avorter, charcuter, je dirais, ou alors prendre ce qu'on appelle le break, elles vont pour 30 ou 40 dirhams acheter du poison, ça va empoisonner tout leur corps. Si le bébé tombe, parce que quelquefois il s'accroche, malgré tout, et il va naître avec, bon je suis pas médecin, mais moi c'est ce que je vois, il va naître avec plein de problèmes, déjà qu'elle n'a pas comment se prendre en charge elle-même, si en plus il faut prendre en charge les conséquences de l'avortement, et bien moi, à Solidarité Féminine, je peux vous dire qu'on a eu des bébés et il a fallu dépenser près de 5 briques, 5 millions de centimes pour sauver un enfant. Je comprends que la procédure puisse prendre du temps. Je comprends que la procédure puisse prendre du temps, mais juste vous dire, comme a dit Madame China, il y a des victimes qui tombent chaque jour et que cette procédure, on doit il faut lui donner la priorité. Alors, s'il vous plaît, vraiment, je donne 20 secondes, mais vraiment 20 secondes à Siwazeni, je l'ai pas entendu depuis tout à l'heure, juste pour finir parce qu'il faut qu'on rende l'antenne très simplement, très rapidement. Il faut dire que l'avortement ne sera pas la solution unique à cette grande problématique sociale aujourd'hui que nous vivons. C'est une solution. Avec de l'éducation et un accompagnement. Il faut qu'il y ait une approche globalisante. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que nous sommes tous d'accord sur la finalité, qui est la préservation de l'intégrité physique et mentale de la maman ou de l'être humain. Alors, comment arriver à cette préservation ? C'est là ce qu'on doit discuter et trouver des solutions. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir sur ce sujet, bien sûr, très passionné. Et c'est vrai que ça demandera d'autres émissions pour en parler. Merci en tout cas de votre éclairage. Merci à Aïcha Chelna d'avoir été avec nous. Excellente soirée sur Média TV et la rediffusion, comme tous les soirs, à 22h40.